Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Wake One pour cette nouvelle interview d'un invité spécial, l'un des tout meilleurs joueurs français du championnat de France et d'Europe en général. Il a porté l'Iron Mask de Cannes, en tout cas l'attaque de l'Iron Mask de Cannes sur ses épaules l'an dernier. Il a failli être élu MVP, il est finaliste du championnat donc avec cette même équipe de l'Iron Mask de Cannes. Il s'est blessé malheureusement et il est revenu il y a 2 semaines face aux Blue Stars de Marseille. Je parle bien évidemment du numéro 26, Yanis Paulin. Comment vas-tu, Yanis? Écoute, moi ça va super et toi? Eh bien, écoute, ça va très très bien. Je suis très content de t'avoir pour discuter de ton parcours sportif, parce que très peu de gens connaissent ton parcours, tout simplement. Ouais, bah écoute, si on doit parler de mon parcours sportif, moi j'étais un sportif vraiment depuis très jeune, donc j'ai toujours aimé sortir avec mes potes, faire du sport, que ce soit au city en faisant du foot, faire la course, faire un peu des parcours, des sauter de partout et tout. Et moi j'ai commencé par le foot, soccer, donc classique comme un peu tout le monde. J'ai fait 2 années. Après ça, j'ai arrêté parce que je m'étais blessé au pied. Donc voilà, je me suis pris un tacle. Mon gros doigt de pied, là, l'ongle s'est enlevé. Donc après, du coup, j'ai arrêté depuis tout ce temps. Et après ça, j'ai arrêté un peu le sport. J'ai fait une pause peut-être de 2 ans. Et après ça, j'ai commencé le handball. Donc moi, c'est le sport où j'ai fait le plus d'années. J'ai fait 4-5 ans. 4-5 ans de handball. Et après ça, ma 5e année, j'ai découvert le foot US. Donc moi, je sais pas si vous savez, mais avec Anthony Adzier, donc le safety des Iron Mask, on se connaît depuis la maternelle. On a grandi Ah, ensemble. Ouais, ok. c'est mon meilleur ami. Et on a grandi ensemble. On a tout fait ensemble. On connaît nos familles mutuelles. Et ouais, on a commencé en même temps. On allait voir un match des cadets des Templiers d'Elancourt. Et depuis, on a kiffé et on s'est inscrit. Donc, moi, après ça, j'ai fait ma dernière année cadet. J'ai fait mes 3 années juniors. Donc, durant ces 3 années-là, j'ai fait tout ce qui est sélection régionale, Vichy, Junior Ball, équipe de France. Et après mes 3 années, donc au Templiers d'Elancourt, je suis parti au Cégep de Chicoutimi. Donc là-bas, normalement, j'étais censé avoir 2 années, donc 2 saisons. Sauf que entre-temps, il y a eu le Covid. Donc je suis parti là-bas, j'avais 19 ans, donc c'était en 2019. J'ai fait ma première saison là-bas. En vrai, ça s'est très bien passé. Je me suis bien adapté. Je me suis bien adapté. Et franchement, tout s'est bien déroulé. J'ai été élu dans la team All-Star du Cégep de la Division 3. Donc voilà, après, bon, j'ai eu mes offres universitaires, j'ai parlé avec les équipes, etc. Moi, cette période-là, ça s'est un peu, entre guillemets, mal passé. Parce que, donc en gros, j'ai terminé ma première saison avec Chicoutimi. Après ça, il était censé avoir la deuxième saison, donc, qui a été annulée en 2020. Et du coup, là, c'était place un peu, justement, au recrutement universitaire, parce qu'après, moi, j'avais plus d'années au cégep. Et Moi, on de t'a base, pas je devais. permis, on t'a pas Ouais, permis quand tu étais avec cette année Covid qui te saute une année universitaire, on t'a pas permis d'avoir une autre année en non. cégep? Non, parce que cégep, ça marchait pas, mais universitaire, ça marchait, cette Mhm. règle-là. Donc, il s'est passé ça. Donc, après, du coup, on arrive 2021, et là, moi, j'avais fait mon choix d'aller à Concordia. Donc, moi, je vais aller à Concordia Connew. Je m'entendais grave bien avec les coachs, voilà, même en général, c'était cette université-là qui approchait les joueurs de Chicoutimi. Tout s'est bien passé, sauf que moi, ayant un bac professionnel en France, en termes enfin, scolairement L'équivalence? parlant, Mhm. ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je devais passer un test d'anglais, le TOEFL. Sauf que bon, moi, l'anglais à ce moment-là, C'était compliqué. c'était chaud, c'était chaud. Donc après moi, grâce à mon coach à l'époque à Chicoutimi, qui était Nicolas Menacci, il m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Il m'a même pris un professeur spécialisé justement en anglais et tout pour qu'il m'apprenne et tout.
Et bah, du coup, j'ai charbonné et j'ai réussi à avoir le test pile la moyenne Mhm. en ayant derrière quatre tests échoués. Et après ça, bah, du coup, on m'apprend que bah, c'était un peu un cas particulier dans lequel j'étais. J'étais étudiant international, j'avais pas d'équivalence que ce soit en termes de diplôme, et bah, du coup, j'ai eu pile la moyenne au TOEFL. Du coup, l'université de Concordia, eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est que on peut pas t'accepter, on peut que t'accepter que si tu réussis un cours d'été d'anglais intensif à 5000 balles. Et si je l'échouais, bah, ils prenaient les 5000 balles quand même, et du coup, je pouvais pas rentrer dans l'université. Puis si je réussissais, bah, je rentrais, mais bon, c'est 5000 balles à lâcher, quoi. Donc, c'était un peu, bah, le coup de marteau, là, parce que Mhm. j'étais en plein stress déjà, en train de réviser l'anglais. Ouais, tu m'étonnes. J'avais déjà échoué 4 fois le test en arrière. Mhm. Et bah, du coup, ça fait qu'en fait, j'étais un peu dans la mouise, quoi, parce que j'avais refusé toutes les autres universités. J'avais McGill, Sherbrooke, Bishop, Carabin. Et moi, au-dessus de tout ça, il y avait vraiment Concordia pour qui je voulais jouer parce que je m'entendais vraiment bien avec le coach. Et bah, du coup, en fait, le coach était sincèrement désolé, mais il pouvait rien y faire. Ça faisait que soit je devais repasser le TOEFL, mais je l'avais échoué déjà 4 fois derrière. Je t'avoue que mentalement, j'étais déjà au bout. Mhm. Et bah, surtout qu'en fait, le recrutement, on arrivait à la fin parce que c'était aux alentours de février. Donc à ce moment-là, le coach, il a été sympa aussi quand même. Il m'a aidé justement à reprendre contact avec les autres universités. Donc j'ai repris contact avec Bishop et les Carabins. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais tellement dans une période de stress que bah, en fait, j'ai envoyé un message aux deux universités, donc aux deux head coachs respectifs. Et en gros, le premier qui m'a répondu, c'est Bishop, qui était plus Ok. réactif et tout. Donc moi, direct, en période de stress, je me suis dit, il me faut absolument une université, je ne veux pas faire une saison blanche. J'ai accepté direct d'aller à Bishop. Et 3 jours après, bah, tu as Carabin. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit, ouais, totalement, on est toujours intéressé à te prendre et tout, mais j'avais déjà accepté Bishop et tout. Bishop, Donc, ouais. donc je suis parti à Bishop, j'ai fait mon commit là-bas. Euh, tout se passe bien, donc voilà, j'envoie mes notes, mes trucs et tout. Normalement, le Mhm. coach il me dit que tout devrait passer pour mon programme, etc. Et là, tu rigoles, mais tu te doutes que Non, mais de toute façon, au moment où tu m'as dit tout devrait passer, tu vois, c'est ouais, bon. C'est ouais. bon. Le devrait, ça me va pas, moi. Et bah, du coup, j'envoie tout ce qui est notes, tout ça, bref, tout le tralala. Du coup, on a commencé ça, donc l'admission, je l'ai envoyée en février 2021. Donc en attendant, moi je fais l'off-season avec le programme de l'université de mon côté parce que j'étais encore au cégep. Donc je faisais l'off-season avec Chicoutimi. Je fais mon off-season, il se passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, pas de réponse de l'admission. Donc là, moi je parle avec quelques gars parce qu'il y avait quand même beaucoup de Français à Bishop. Puis il y a plusieurs gars, que ce soit des rookies ou autres, ils m'ont dit ah mais c'est pas normal, moi je l'ai reçu au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, mon admission, puis voilà genre. Et moi ça faisait un mois j'avais rien reçu. Donc, en Donc là fait, ils j'en t'ont ghosté normal. bah je sais pas ce qui s'est passé franchement. Et après ça du coup j'envoie un message au coach à Shérif, Nicolas, qui était le head coach de Bishop. Et là, il me dit, bah, il n'avait pas un pouvoir là-dessus. Il va essayer d'en parler à l'admission, voir comment ça se passe avec mon dossier et tout. Mais il n'y a pas eu plus de nouvelles. Donc là, moi, j'attends. Donc là, j'attends 2 mois, j'attends 3 mois, toujours pas de nouvelles. Puis là, on arrive juillet, donc un mois avant les camps d'été. Je reçois mon admission, du coup, qui a été refusée parce que bah, j'avais un bac professionnel, tout simplement. Alors que j'avais une mention assez bien, voilà, Hmm. j'avais des bonnes notes, j'étais pas. T'avais un bon Voilà, dossier, quoi. c'est ça, j'avais un bon dossier, c'est juste parce que j'avais un bac professionnel et comme bah, avec le Québec, il n'y a pas vraiment d'équivalence avec des bacs professionnels, ça fait que ça a bloqué. Alors que bah, si j'avais un bac général,
ça serait passé. Ça sera passé tout seul. Mais ouais, du coup, ça fait que j'arrive début juillet. En fait, je suis dépouillé, genre Tu m'étonnes. toutes mes options, mes cartes que j'avais au départ, j'avais genre 5 ou 4 universités qui étaient intéressées par moi. Là, au final, je me retrouve plus rien. Je suis à un mois du camp. Le recrutement est terminé. Je me dis, vas-y, en vrai, c'est mort cette année. Je vais me prendre une année blanche et tout. J'en parle avec mon head coach du cégep, donc Nicolas Menacci. Et de lui-même, il envoie un message à Marco Dia De Luca, donc le head coach des Carabins, lui expliquant ma situation, etc. etc. Du coup, après, je reçois un coup de fil avec lui, on se parle. Voilà, moi, je lui parle de ma situation, comment je vois les choses. Et surtout que moi, en fait, il faut savoir que j'ai une valeur forte qui est la loyauté. Et moi, quand je m'engage avec une équipe, j'ai du mal à me projeter avec une autre équipe. Donc, ça faisait que moi, je m'étais projeté avec déjà de base Concordia. Mhm. Ensuite, j'ai dû switcher sur Bishop. J'avais du mal à faire la transition. Puis après ça, là, je re-switch sur les Carabins. Et moi, en fait, je sentais pas un peu ce sentiment d'appartenance Mhm. à l'équipe ou même avec les coachs parce que j'ai pas tant discuté avec eux et je me suis pas lié en affinité, quoi. Mhm. Donc, on parle, il comprend tout à fait et tout. Et lui, pour lui, entre guillemets, ça l'arrangeait que je sois disponible parce que durant le camp de printemps, tu avais un des running backs au Carabin qui s'était blessé, qui s'était fait les croisés, donc out season Ouais. avant même que la saison commence. Donc, ça faisait que c'était un bénéfice pour moi, quoi. Donc là, voilà. Du coup, c'est décidé. Je pars au Carabin, à l'Université de Montréal. J'envoie Et mon du coup, admission. Ouais. et moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est que là, tu me racontes ton parcours au Canada. Mais frérot, c'est les montagnes russes, ton truc, là. Ouais, c'est. Il faut Comment savoir, toi, parce que toi, t'es pas chez toi. T'es un mec ouais, d'Elancourt, t'es un mec du 60, c'est quoi, 76? C'est quoi, 78, non, 78. 78, excuse-moi, 78, 76, c'est le je suis un ouf, moi. C'est 78, t'es un mec d'Elancourt. T'as déjà quitté ta famille pour aller vivre au Canada, pour poursuivre un petit rêve de foot américain. Donc, cégep, c'est OK, ça se passe super bien. Mais une fois que tu as envie de passer au niveau supérieur et de passer en D1, c'est là que ton parcours, tu t'es pas remis en question, tu n'as pas dit à un moment, hey, je vais arrêter, je vais rentrer chez papa, maman, et puis après, tranquille, je vais faire du foot en France. Non, tu sais que. En vrai, tu vas me prendre pour un fou, hein, mais moi, j'étais convaincu qu'à la fin, j'allais trouver une solution. Genre, j'étais vraiment dans la mentale de je suis pas parti pour rien de la France. Genre, pour moi, c'est pas pour rien que ça s'est fait. Je suis pas venu juste pour jouer au cégep et après repartir, même si y a des galères ou quoi. Genre, j'étais vraiment dans l'optique de si je rentre en France, ça serait comme une défaite. Et ça serait une défaite, je pense, que je me serais jamais relevé. Euh, du coup, moi, dans ma tête, c'était vraiment vas-y, jette toutes tes cartes, reste et tu auras les opportunités après, tu vois. Et au final, tu vois, ça a tenu, hein. Même si Ouais. durant tout ce processus-là, en vrai, je t'avoue, j'étais pas bien, hein. Genre, moi, j'ai perdu du poids durant l'off-season. Genre, je m'entraînais, mais c'était un automatisme parce que j'étais Ouais, parce que discipliné. tu as l'habitude Puis de faire ça, quoi. c'est vraiment, ouais, voilà, c'est ça. C'était même plus une question de motivation, quoi. C'était une question juste exécute, fais, et Hmm. c'est la routine. Non, mais Mais je franchement, m'entraînais. c'est mentalement, ça prouve que, enfin, ça a dû te forger mentalement aussi, parce que Ouais, ouais. l'année Covid, déjà, à toutes les interviews que j'ai faites, parce que vous êtes là, les joueurs que j'interviewe, là, c'est vraiment la génération Covid. C'est-à-dire les mecs, ils ont tous connu une galère à cause du Covid. Tu vois. Tous les mecs que j'ai interviewés. Donc, déjà, ça, mentalement, c'est dur de pas pratiquer un sport que tu aimes pendant un an. Mm. Parce que tu peux juste pas. Tu n'as pas le droit. Ensuite, tu arrives, tu as tout ce dont tu me parles avec Concordia dans un premier temps. Avec. C'est quoi la deuxième? C'est quoi? C'est Bishop. Bishop dans un deuxième temps, où tu te dis, ouais, et c'est bon, j'ai pu rebondir de Concordia à Bishop, ça va se faire. Et puis d'un coup, sans que tu saches trop pourquoi, pendant des mois et des mois, tu n'as pas de réponse. Et au final, quand on te donne une réponse, c'est même pas la réponse que tu attendais. Donc ensuite, tu dois rebondir et te remettre psychologiquement dans un état d'esprit pour te dire que je vais jouer pour cette équipe-là, pour laquelle, à la base, tu n'avais pas spécialement envie de jouer. Parce que Ouais. tu voulais jouer à Concordia. Et c'est ça qui est fou, en fait. C'est vraiment, mentalement, ça doit être usant de malade mental. Ouais. Moi, je t'avoue, tu vois,
bah, c'est quasiment sûr. En vrai, j'ai fait une dépression, tu vois, durant cette année. En Mm. vrai. Mm. Genre de. Bah, dis-toi qu'en fait, la période où j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'avais déjà un petit coup de pression parce que je me disais, je partais de loin avec l'anglais et je me suis dit, vas-y, je me retrousse les manches, je vais bosser. Puis je sais que je suis un bosseur, que ce soit dans la vie en général. Donc, c'est pas l'anglais qui va me freiner sur mes objectifs. J'ai bossé, même si j'ai échoué 4 fois. Au bout de la 5e, j'étais censé l'avoir réussi. J'ai eu pile la moyenne, donc j'étais censé passer. Après ça, tu vois, il y a eu l'épisode de Concordia, bah, du coup, j'ai été refusé. Enfin, j'ai été refusé par rapport à le cours intensif Au bac. d'anglais. Ouais. Ça me rajoute encore plus de pression. Je trouve Bishop, mais je me sens pas bien, parce que j'ai pas ce sentiment-là d'appartenance. Après ça, il y a le temps d'attente durant 5-6 mois, durant toute l'off-season, en fait, où j'ai une boule au ventre et que je me dis, plus le temps passe, plus je me dis que c'est bizarre, c'est pas normal, il va se passer quelque chose, mais j'étais obligé d'attendre. Du coup, je m'entraînais, mais j'avais pas d'énergie, j'avais du mal à manger, j'avais une boule au ventre aux entraînements, les trucs comme ça. Et vas-y, ça faisait que, bah, en vrai, après, je reçois le coup de massue, je m'y attendais en soi. Genre, je me disais, Mm. c'est pas normal d'attendre aussi longtemps. Si ça prend du temps, c'est que il va se passer un C'est truc pas bon. bizarre à la fin. Mm. Donc, je pense que mon corps, il s'était préparé inconsciemment, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Et après, bah, du coup, j'ai pu rebondir sur les carabins, mais tu vois, je me sentais un peu, ma fierté, entre guillemets, Ouais, un pris un peu coup. un coup, ouais, parce que bah, du coup, tu vois, je changeais ma veste à chaque fois avec les équipes et tout. Puis moi, je suis pas ce genre de gars en général, donc ça m'a fait un peu de mal à l'ego déjà et même envers ma personne, parce que ça me Mm. ressemblait pas. Mais bon, je me disais que c'était des choix bah, où j'avais pas Mm. vraiment le choix en fait. C'est ça. Et bah, du coup, c'est ça. Et Donc, cette année, alors, au Canada, comment ça se passe une fois que ouais, tu y bah, arrives? du coup voilà, avec les carabins, vu que c'est un gros programme, normalement, les admissions, c'était terminé. Donc, on était en plein été, l'école était fermée, il y avait les cours d'été, mais en termes d'administration, il y avait plus personne. Vu que les carabins, c'est quand même un gros programme, on peut un peu passer en dessous du filet, quoi, et Mm. faire des admissions, quoi. Du coup, voilà, j'étais admis. Du coup, j'ai dû rentrer en année préparatoire parce que, bah, du coup, j'ai un bac pro. Mhm. Voilà. Du coup, j'ai fait une année préparatoire, ma première année ouais, chez les Carabins en 2021. Sauf que là, tu penses que c'est la fin de toutes les galères. Du coup, je fais le camp d'été, donc je fais mon déménagement vite, vite grâce à des amis du cégep et tout. On m'a emmené en voiture, Chicoutimi, Montréal, 6 heures de trajet en voiture. Euh, ouais, avec vraiment, genre, j'ai dû abandonner plein de trucs derrière là parce que, Et fallait pas oublier un t-shirt, hein? ouais, non, ça, ça c'est sûr. Mais moi, du coup, je fais mon déménagement, ça se passe bien. Je fais mon camp d'été, ça se passe très bien. Je m'assimile vite. Même si en vrai, genre, mon off-season, même si j'ai tout fait ce qu'il fallait, en fait, j'étais pas en condition mentale Mm. pour justement que mon corps s'adapte et progresse. Et du coup, je suis arrivé, j'étais un peu faible. J'avais perdu du poids. Je faisais genre de base à fin 2020, j'étais à 88-89 kilos. Puis en arrivant à Montréal, donc l'été 2021, je faisais 82-83 kilos. Ouais, quand même. Et j'ai vraiment perdu tous mes gains. Mais bon, je suis un gars, je suis un éternel positif. Et je Mm. me dis, vas-y, c'est pas grave. Ma première année, au pire, je me dis que c'est mon année de transition. Je prends de l'avance pour ma deuxième année. Donc là, je fais le camp d'été. Ça se passe très bien. J'arrive à avoir quand même des reps en special team. Donc en tant que returner, je fais quelques reps en tant que running back aussi, mais ça après, tu avais des gars un peu prospect CFL et tout, donc eux, c'était sûr, ils avaient leur place. Mais voilà, moi, mon objectif, c'était d'assimiler le playbook et d'avoir le rythme d'un joueur universitaire. Donc voilà, je fais ça, le camp d'été, donc tout le mois d'août. Et on arrive en septembre, puis il y a les fameuses doses obligatoires du vaccin. Moi, j'avais 0 dose. J'avais 0 dose. Et là, du coup, tu as le doc de l'équipe qui prend tous ceux qui n'avaient pas leurs 2 doses, parce qu'il fallait 2 doses. Et il nous annonce que on peut plus accéder au Sepsum
parce que le gouvernement interdit toute personne qui ne sont pas vaccinées avec les 2 vaccins. Du coup, on est interdit de rentrer dans le complexe sportif, mais on a le droit d'aller en cours. On va chercher la logique. Ouais. Il n'y en a pas du tout. Il y en a pas du tout. Ouais. En soi, si tu veux imposer le vaccin, pourquoi pas? Mais il faut que ça soit fait de façon logique. Si soit tu as accès à tout, soit tu n'as accès à rien du tout, mais c'est pas un accès à la carte, tu vois. Ouais, totalement. Mais bon, tu contrôles ce que tu peux contrôler, hein. Puis C'est ça. moi, tu sais, avec ma mère elle voulait pas que je me vaccine. Mm. Du coup, je l'ai écouté au départ, mais là, moi, tu vois, c'est pas ça qui allait me freiner sur mon parcours au Canada, tu vois. T'imagines? Vas-y, du coup, je suis allé me faire vacciner. Je vais prendre mon premier vaccin. Puis là, on me dit, ouais, tu dois attendre 1 mois pour faire la deuxième dose. Ouais, je crois que c'était ça, ouais, à l'époque. Ouais. Et du coup, sachant que, du coup, quand on m'a annoncé que j'avais pas du coup toutes mes doses et que du coup je vais arrêter de venir m'entraîner avec l'équipe, etc., on était en septembre. La saison, c'était vraiment week 1. On était week 1 et on nous a annoncé ça. Je fais ma dose la semaine d'après, donc week 2. On me dit, du coup, je dois attendre 1 mois pour faire ma deuxième Week dose. 6. Donc là, week 6. Je fais ma deuxième dose, du coup, mi-octobre en vrai. Hein. Mi-octobre. Et là, en fait, la saison, tu vois, ils l'ont faite sans moi. Hein. J'étais plus dans les plans. J'essayais de garder un peu ce que j'avais gagné durant le camp d'été, donc que ce soit en termes de playbook, knowledge, etc. Sauf que les coachs, eux, ils n'ont pas le temps, en fait, de s'occuper d'un joueur à distance et de donner tous les ajustements, tous les trucs, le faire apprendre, sachant que c'est un rookie, etc. Donc, en vrai, je me sentais un peu, tu vois, de côté et je le comprenais, tu vois. Genre, eux, ils avaient une saison à préparer, ils s'occupent des gars qui sont là et c'est normal, tu vois. C'est ça. Mais côté, pendant que j'étais chez moi, je faisais de la muscu chez moi, je pouvais même pas aller à la salle, je pouvais rien faire. J'essayais de regarder du foot, les matchs et tout, mais du coup, je reviens mi-octobre. En vrai, genre, c'est limite, je connaissais plus personne encore, tu vois. Genre, je suis arrivé camp d'été, vas-y, je commençais à bien m'entendre avec les gars, mais ça m'a vite coupé court. Et eux, tu vois, ils ont vécu 6 semaines ensemble à affronter des autres équipes. Ouais, il y a un groupe qui s'est créé et toi, tu n'étais pas. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je n'étais pas dans ce groupe-là. Donc, je suis arrivé, j'étais un peu dans mon coin. Après, il y avait quelques Français que je connaissais déjà, même depuis la France, que ce soit Glody. Après, il y avait Christopher Fontenard. À l'époque aussi, maintenant, il ne joue plus, mais il y avait Clément Chevalier, un DB. Et tu vois, ces gars-là, j'étais proche avec eux parce qu'on se connaissait déjà. Mais après, les autres, j'avais du mal, tu vois, parce que j'avais pas créé d'affinité avec eux. Ouais, forcément. Donc là, moi, mon objectif, tu vois, je suis quelqu'un de très raisonnable et je me dis, Yanis, c'est sûr que tu vas pas jouer cette année. Juste prends ce que tu as à prendre et prends de l'avance pour ma deuxième année, comme le plan qui était convenu au départ, tu vois. Bien sûr. Parce que après, donc, au final, le plan, il n'a pas trop dévié au final. Ouais, après, durant le camp d'été, vu que j'ai vu que je prenais quand même des reps en tant que starter en special team, je me suis dit, en fait, il y a moyen que je puisse jouer quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais là, c'était mort. Du coup, j'ai fini la saison juste en tant que scout team. Je servais au mieux que je pouvais pour l'équipe. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Après, on est arrivé en demi-finale. On a perdu contre Saskatchewan. Et voilà, donc après, on passe en 2022. Donc là, je passe. Ouais. On fait l'off-season. T'arrives dans quel état d'esprit, justement, cette deuxième année? Parce que avec tout ce que tu as galéré avant, tu te dis quoi là pour cette année 2022? Moi, c'était de tout arracher. Hein. Moi, je savais que c'était mon année. Hein. Genre là, il n'y avait rien qui pouvait me stopper. Il n'y avait pas de Covid, c'était fini. Les vaccins, je les ai. L'université, je l'ai. J'ai fait mon admission. Moi, c'était bon. Là, tout était en place. Il y avait juste à mettre le travail en place. Là. Et du coup, on fait l'off-season. Donc, on commence en janvier. Tu vois, au Carabin, je ne sais pas si ça marche pareil dans les autres universités, mais tu as des tranches horaires où tu dois t'inscrire pour faire tes gyms le matin.
Donc, tu as 6h, 8h, 8h, 9h30, puis 9h30, 11h30. Moi, je me suis dit, vas-y, c'est le charbon, toute l'off-season, je vais aller tous les matins à 6h, sachant que j'habitais à 30-40 minutes de l'université. Je me suis dit, je m'en fiche, je veux vraiment être dans les premiers. Et je sais que cette heure-là, tu vois, même que ce soit au cégep de Chicoutimi, j'étais un lève-tôt, je me levais tôt pour aller faire mon gym, etc. Donc, je voulais garder cette bonne habitude et je savais que ceux qui allaient à 6h, ça serait les charbonneurs. Genre. Et du coup, bah, j'y suis allé, durant toute l'off-season à 6h du matin faire mon gym. Tout se passe bien, voilà, je reprends mes gains, je prends en masse, en force, en puissance, vitesse, tout se passe bien, je me lie d'amitié avec beaucoup de gars dans l'équipe, je commence à rentrer dans un groupe, et du coup arrive le camp de printemps, tout se passe très bien pour moi aussi, donc franchement, je crois que j'étais même le deuxième running back mieux noté du camp, donc là, vraiment, tout était aligné pour moi. Je fais après, du coup, bah, je continue off-season jusqu'au camp d'été. On arrive au camp d'été, ça se passe très bien pour moi aussi. J'ai toujours ma place de deuxième parce que le premier, c'était un prospect CFL qui avait fait une grosse saison à ma première saison. Donc voilà. Donc je suis deuxième running back, mais genre c'était peut-être du 70-30% en termes de temps de jeu en offense. T'avais quand même des reps, quoi. C'est ça. Donc moi, franchement, j'étais genre bénef en vrai. C'est comme si c'était ma première année parce qu'en soi, vu que j'ai pas joué 3 matchs ma première année, je suis compté comme un redshirt. Donc ça comptait pas comme une année d'éligibilité. Tout à fait. Donc je me dis, bénef, première année, je suis deuxième running back, sachant que le premier running back, c'était sa dernière année. Si tout se passe bien, ma troisième année, je suis starter et je pète tout, tu vois. Et du coup, voilà, premier match, je prends mes reps et tout, je fais bien. Spécial team aussi. Deuxième match, ça se passe bien. Troisième match, durant la semaine de préparation, du coup, c'était contre Laval. À l'entraînement, je fais un bust de fou. Je fais un bust de fou, un bust de fou. J'ai jamais fait de bust depuis le camp printemps, mais là, c'était vraiment mon premier bust. Et c'était un bust, en termes de passe protection, j'ai mal reconnu le front et du coup, j'ai mal pris mon assignation. Et là, après, c'était à l'entraînement, tu vois. Mais du coup, depuis cette erreur-là, petit à petit, durant les semaines qui passaient, je descendais dans le roster, je descendais. Après, j'étais plus de dress. Et après, quoi que je faisais à l'entraînement, c'était chaud de remonter. Hein. C'était chaud de remonter. Et du coup. Donc, encore une fois, une autre galère. Ouais, après, la galère en soi, c'est moi qui l'ai provoquée, tu vois. Ouais, enfin bon, une erreur, c'est à l'entraînement. C'est fait pour ça. Ouais, mais je suis d'accord. Mais après, c'est un peu comme ça dans les programmes un peu élites, tu vois. Genre, si tu fais une erreur, il y a un gars derrière toi, certes, t'es bon, t'es fort, t'as peut-être toutes les qualités pour être starter en universitaire, mais vu qu'on est dans un programme élite, derrière toi, t'en as 10 000 pareils, tu vois. Et c'est pas, comment dire, c'est pas la production de performance qui va manquer, c'est plus, est-ce que tu vas mouler dans le système offensif qu'on veut mettre en place. Et pour le coup, nous, les running backs, on avait une grosse escouade de running backs et on s'équivalait tous. Genre, on avait des petites particularités, mais il n'y en avait pas un qui pouvait être plus fort que l'autre. Genre, c'était vraiment, on était tous au top, on rentrait tous dans le système et ça faisait que on était tous remplaçables en fait. Donc, une erreur et bam, tu sautes. Next. Ouais, next. Et du coup, j'ai nexté durant toute la saison. Toute la saison. Donc, j'ai fait 3 matchs, j'étais dress. Puis après, toute la saison, j'ai pas joué. J'étais pas dress, scout team. Et voilà, c'est compliqué, hein, parce qu'après, une fois que tu lâches le spot, si le gars, il fait tout bien. Pas d'erreur. Il fait tout. Genre, c'est même pas juste, c'est même pas. S'il fait pas des gros gains, des big plays, etc., tant qu'il fait pas d'erreur, qu'il fait ce qu'il a à faire, pourquoi il perdrait son spot, tu vois? Et ça, tu le vis comment, ça, encore une fois? Parce que je ne vais pas revenir sur toutes les galères que tu as eues, mais tu en as eu pas mal depuis que tu es arrivé au Canada. En fait, j'ai l'impression que le Canada, c'est le parcours du combattant. Comment tu vis cet énième rebondissement défavorable en plus?
Bah, je t'avoue, c'était chaud mentalement, hein, parce que, bah, tu vois, moi, pour parler un peu vite fait mon parcours en France, moi, j'étais habitué à toujours jouer. J'ai toujours été habitué à performer, à un peu porter l'offense, que ce soit Templier ou ailleurs et tout. Et là, tu vois, j'arrive à l'université, à l'université. Je savais que ça allait pas se passer comme j'avais l'habitude que ça se passe. Et donc, j'étais préparé mentalement à affronter de l'adversité. Mais là, tu vois, tout ce que j'avais affronté derrière, plus il y a ça qui arrive durant mes anniversaires, genre je fais une erreur, je saute. Ah, là, je me dis, c'est un peu de l'injustice, mais je cherche toujours le positif. Je suis un éternel positif et je me dis, vas-y, t'avais qu'à être parfait, même si la perfection n'existe pas, tu vas faire des busts, t'es deuxième année, voilà, t'es pas un joueur professionnel, tu connais pas tout par cœur, t'es français, donc t'as commencé, t'avais 15-16 ans, t'avais les autres gars avec qui tu compétitionnais, ils avaient commencé à leurs 10, 9 ans, C'est donc ça. tu vois, moi je partais déjà avec un train de retard, mais je me dis, vas-y, tranquille, mon heure va arriver, je vais charbonner, et comme j'ai toujours charbonné, et après ça a payé, tu vois. Donc là, bah, du coup, ma deuxième année, je passe toute l'année même pas habillé après ça. Donc j'ai fait 3 matchs. Voilà, mais après, ça m'empêche pas de quand même step up et d'assimiler le playbook. Et une fois qu'on arrive dans les playoffs, je me dis, vas-y, prends ce que tu as à prendre, aide l'équipe comme tu le peux. Et ça va te servir pour l'année prochaine, tu vois. Mm. Donc là, cette année-là, donc c'était ma deuxième année, je crois, on s'arrête en demi-finale encore. Ou même non, on a perdu la Dunsmore contre Laval. Donc c'était finale régionale. Du coup, on a perdu, voilà. On repart en 2023, du coup, troisième année pour moi. Et là, à ce niveau-là, t'es où dans le death chart à l'entrée de l'année 3? Bah, du coup, si on se fie à l'année 2, euh, j'ai commencé la saison en étant deuxième running back. Le premier running back, il avait terminé ses années universitaires, donc le spot numéro 1 était libre. Il y avait beaucoup de running backs qui ont tourné en 2022. Je pense qu'ils voulaient aussi tester pour l'année prochaine, voir qui pouvait prendre le rôle du porteur numéro 1. Mm. Et du coup, ça fait qu'en fait, on ne savait pas du tout qui allait avoir le spot du numéro 1, tu vois. Mais si on se fiait vraiment à qui a été le plus habillé en tant que running back numéro 2, c'était un running back canadien. Ok. Donc, voilà. Après, du coup, il se passe l'off-season en 2023. Comme l'année 2022, même mentalité, je me dis, vas-y, nouvelle année, il n'y a rien qui va me stopper, j'ai appris de mes erreurs, je vais pas refaire les mêmes erreurs, on charbonne. On charbonne toute l'off-season, même processus, etc. Les coachs, ils commencent. Bah là, du coup, on a changé de coach, donc de position. Ok. Du coup, ça fait qu'un peu, tu repars à zéro, vraiment à zéro. Donc, le coach, il ne connaît pas, il apprend à te Donc, c'est connaître, il peut-être apprend. une bonne chose pour toi au final. C'est ça, c'est ça. Donc, vraiment, c'est là, vraiment, tous les running backs, on partait à zéro. Et ce que tu avais fait l'année dernière, le coach, il s'en foutait, tu vois. Genre, lui, ce qu'il Mm. voulait voir, c'était qu'est-ce que tu peux produire là, maintenant, tout de suite. Donc, on fait l'off-season, voilà, je fais mes gyms, je fais mes tracks, je fais ma récupération, je fais mes extra work avec le coach, justement, de position. On fait nos meetings, etc. Et à savoir aussi, c'est que bah, depuis que je suis arrivé à Montréal, j'accumule tout ça avec un taf à côté et je tournais aux alentours de 20 à 30 heures, tu vois. Euh, Ouais. donc, ouais, non, Ouais, franchement, ouais, c'était donc tu charmant. charbonnais Ouais, c'est vraiment. le matin et le soir. C'est Et ça, ensuite, tu genre. charbonnais avec l'université, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, ça fait que, bah, en fait, durant l'off-season, c'était mes cours, aller au taf, faire mes gyms, faire les entraînements collectifs, faire les tracks, faire la récupération, aller au job après les cours ou après les entraînements. Tu rentres, faut manger, Ouais. faut se reposer, faut dormir vite parce que le lendemain, 6 heures du Tu te réveilles matin, tôt, enfin, c'est tu dois être ça. debout, tu dois être au gym. Et après, rebelote, 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 c'était ça tous les jours, hein. Et du coup, on arrive camp de printemps. Donc là, c'était un peu le test aussi pour les running backs, savoir qui aura le potentiel d'être running back numéro 1.
Et là, j'ai fait un super camp. J'ai été le meilleur running back à avoir eu la meilleure note du camp. Donc, j'étais un peu parti pour être starter durant le début de Ouais. saison. Du coup, tout se passe bien, etc. Je continue mon off-season après le camp de printemps. On arrive le camp d'été. Premier jour, camp d'été. Tout se passe bien. Puis là, vraiment, on arrive en team, donc 12 contre 12. Et du coup, je prends mes reps et tout, tatati tatata. Puis là, je prends ma dernière rep. C'était, je crois, un inside zone. Je fais mon Attends. jeu. Tu vas m'annoncer une dinguerie là. Attends, parce qu'il faut que les gens ils sachent. Parce que depuis le début de l'interview, t'as vu, Yanis, il nous dit ouais, tout se passe bien et tout. Ah, mais je peux pas avec mon diplôme. Ah, tout se passe bien et tout. Ah, mais je. Tout se passe bien et tout. J'arrive au carabin. Ah, mais je. Et là, tu me dis encore une fois, tout se passe bien. Le ah, mais je. Inside zone. Et attends, pause. Tu te fais un genou. Non, je me claque l'ischio. Ah, C'était un big mais play, bon. mais c'était les premiers jours du camp. Je me claque l'ischio sur un big play. Je dois être au repos 3 semaines, tu vois. C'était 3 semaines de repos forcé. Et durant Ouais, ces 3 semaines-là, en fait, je loupais week one. ouais. Donc là, forcément, on revient un peu à ma première année. Je loupe week one, plus les 2 semaines de camp de printemps, de camp d'été, parce Hmm, que du coup, c'était vraiment la première journée du camp d'été. Il y avait ok. 2 semaines de camp, puis après, du coup, ma troisième semaine, c'était la première semaine Le de championnat. match de saison. Du coup, en vrai, je loupe tout le camp d'été. Du coup, forcément, oui, certes, peut-être aux yeux des coachs, j'avais peut-être la position du numéro 1 de par ce que j'ai fait au camp de printemps, puis ma première journée. Mais au final, il s'est passé d'autres choses durant le camp d'été. Il y a des joueurs qui se sont montrés et ils ont show up, ils ont mis toutes les armes sur le terrain, ils ont fait leur place, il y a le roster qui s'est fait, ils ont fait week one, et après c'est resté comme ça pendant 2-3 semaines, donc les 2-3 premières semaines du championnat. Et quand je fais mon retour, du coup, ma première semaine, je suis dress, mais juste en tant que special team. Et c'était la semaine où on jouait contre Laval, à Laval. Donc, Ok. gros match, gros match, gros match. On va là-bas, on fait notre déplacement, tout ça, tatati, tatata. Ça me fait bizarre parce que du coup, c'est mon premier match depuis un bon moment en fait que j'avais pas été dress. Ça faisait longtemps que j'avais Ouais. pas porté l'uniforme en match et tout. Et franchement, j'étais juste dans ma tête, j'étais lock-in et juste Prêt à contrôle ce que jouer. tu peux contrôler. J'étais prêt à jouer, je savais ce que je devais faire, que ce soit en offense ou en special team. Donc moi, j'étais là juste, vas-y. Dans ma tête, je me disais, essaye de prendre du fun, même si tu sais que tu vas beaucoup voir la performance et prouver au coach que tu vaux quelque chose, tu vois. Hmm. Du coup, il se passe le match et tout. Le running back numéro 1 se blesse. Le running back numéro 2 se blesse. Et du coup, je me retrouve, je crois, le seul running back à du coup, devoir jouer, tu vois. Ouais, Là, ouais. les coachs étaient un peu en panique, ça se voyait. Parce Mais que, en même temps, oui, tu t'attends pas à ce que ton running back 3 il ait des caries, hein, je te le dis. Hein. On va pas ouais. se mentir. Mais tu me Mais, connais, moi, mais dans ma tête, pour une fois, même si c'est la blessure des uns et des autres, c'est toujours malheureux. Mais pour ouais. une fois, ça va dans ton sens. Pour une fois, pour une fois. Donc voilà, je prends les reps. Euh, Forcément, on n'essaie pas de donner des jeux compliqués. Donc là, tu vois, des petites passes pro par-ci, par-là, des check-downs, des trucs comme ça. Petites courses par-ci, par-là, RPO et tout. Et du coup, je fais bien le taf. Je fais totalement bien le taf. Les coachs sont contents. Ils me félicitent à la fin du match. Voilà. Du coup, le match se termine. On a gagné. Tranquille. Moi, je Et me suis dit, toi, ton match, il est satisfaisant. Tu te souviens un peu des ouais, stats? oui, oui, je m'en souviens. Ah des stats,
je crois que j'avais peut-être une ou deux courses pour 5-6 yards, genre. Mhm. Genre, en vrai, notre équipe, à ce moment-là, c'était vraiment plus axé sur la passe. La Genre, passe, ok. on avait Jonathan Sénécal, on avait des bêtes de receveurs, et notre identité, c'était vraiment la passe, tu vois. Ok, ok. Et puis même, football canadien, 3 essais, tu joues plus de la passe que de la course. Ouais, bien sûr, oui. Euh, du coup, match victoire et tout, voilà. Donc, je fais ma semaine de pratique après. Euh, tout se passe bien. Donc là, les coachs, ils me mettent un peu la pression parce que du coup, ils me disent, faut que tu sois prêt, tu vas être starter Mm. pour la prochaine game parce que les autres gars, ils seront pas prêts à temps et tout, ta. Moi, dans ma tête, j'étais vraiment, c'est mon heure. Ouais, Ça y est, on heure de briller. c'est ce pourquoi j'ai tout galéré en avant. Ah, puis, c'est vrai que, et à ce moment-là, tu as repensé à toutes tes galères ou pas? Ouais! Genre, je me suis dit, enfin, c'est, bon, après, je dis enfin, genre, en vrai, les gars qui se sont blessés, tu vois, c'était deux Français en plus, Mm. Lucas Dembélé et Glody à la fou. Et en vrai, c'était Ok. vraiment les squads de running back. Certes, tu avais la compétition d'avoir le spot du numéro un, mais on était Mais vraiment t'es tous bon comme gars. des frères et vraiment, c'était vraiment la famille. Et même si on avait un qui était starter ou quoi, on s'épaulait toujours, tu vois. Mm. Et c'est ça qui, en vrai, je pense, qui a fait un peu notre force du groupe, tu vois. Et du coup, je me prépare après pour Sherbrooke à la maison. On se prépare, je fais une bête de semaine d'entraînement et tout. Tout se passe bien, les coachs ils sont stressés, je le vois, je sais. Mais moi, dans ma tête, je me dis, vas-y, je t'en fiche de ce qui est autour, du bruit et tout, juste concentre-toi sur toi, ce que tu as à faire. Je fais mes bails, on arrive game day, je me mets en condition et tout. Et bah, du coup, ouais, je suis starter numéro un, running back contre Sherbrooke à la maison. On joue, voilà, je prends mes reps et tout, tatati tatata. Puis là, bam, j'explose un gros jeu, outside zone, je prends peut-être 15 yards. À la fin du jeu, je fais un stiff arm, le gars il mange le sol. Vas-y, bref, là, tout le monde en feu, voilà. Ouais, tu Genre, m'étonnes. vraiment, tu vois, je pense que ce jeu-là, il sera marqué à vie parce que c'est un peu. C'était comme si depuis tout ce temps, j'avais des poids. J'ai accumulé des poids dans ma jambe. Puis là, ce jeu-là, Ouais. ça m'a comme tout libéré. Je me suis dit, eh, vas-y, Yanis, en vrai, t'as tout ça, c'est bon. Tu sais que t'es bon, ça y est. Donc, tu es T'as en pas train de me bossé pour dire que le tout. stiff arm que tu as mis au gars, il a mangé le sol. C'est toute la Ouais, frustration que tu avais depuis des années qui s'est chargée dans ton bras là pour le stiff arm. Et en fait, c'est comme le Genki Dama tu sais, de Sangoku et tout, là, en mode, tu l'as chargé depuis des années et des années. Et là, tu l'as écrasé le gars et après, tu as explosé la course. là, il était chargé au bloc, à bloc même. Puis carrément, j'ai même une photo aussi sur mon Insta là, du Stiff Arm. Et Ouais. poif, non, franchement, ça m'a libéré de toutes les épreuves que j'avais faites auparavant, tu vois. C'est le Et déclic. juste après, du coup, bah, en vrai, mon match se passe super bien. Je fais des gros jeux de partout un peu et tout. J'applique bien les consignes, que ce soit en termes de pass pro ou run. Et du coup, je fais mon match en vrai, hein. Je fais mon Mm. match. Les coachs ils étaient archi contents et fiers parce qu'ils savaient un peu le parcours que j'avais fait bah, durant ces 3 années, tu vois. Ouais, il Et savait que tu avais fait preuve de résilience, que tu avais traversé ouais, des épreuves et tout, et qu'au final, malgré tout, c'est pour ça et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils avaient peur, hein. Ils se sont dit, on ne sait pas, hein, parce qu'au final, lui, il a connu énormément de galères, etc. Et au final, quand mm, ils te mettent sur le terrain, par la force des choses, eh ben, tu leur prouves que ben, tu avais largement ta place, quoi. ouais. Donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, en vrai là, depuis ce jour-là, là, je me sentais libéré, Et j'étais tu as bien dans mon starté toute la corps. saison après? Euh, du coup, Non, mais c'est pas possible. Il y a non, ça va encore. en vrai. Non. Ça va, c'est ma faute en vrai. Mais en gros, bah du coup, quand on a joué contre Sherbrooke, c'était le dernier match aller. Donc après, on fait les matchs retour. Puis c'était un peu effet miroir où, bah du coup, juste après, tu raffrontes Sherbrooke, mais Mm, chez eux. mm. Du coup, je suis toujours starter. Sauf que ma semaine d'entraînement, elle s'est un peu plus mal passée. Euh, je faisais un peu plus de bust que la semaine passée. Pas de fou, hein, mais je fais quelques Mm. petits busts par-ci par-là.
Voilà, les coachs ils s'en fichaient parce qu'ils ont vu ce que je valais sur le terrain et ils me faisaient confiance. J'arrive, du coup, on fait le déplacement pour Sherbrooke, tatati tatata, voilà. On commence le match, je suis starter. Je prends première balle et tout, je suis un fumble. Oh, purée. Il n'y a pas mieux pour perdre sa place pour un running back que de faire un fumble sur son Je suis un premier fumble, sur sa- mais c'est un O-line qui le récupère. Ah, Vas-y. Mais je fais un fumble quand même et vas-y. Je savais que j'étais dans t'as la mis le sauce ballon déjà. par terre. Ouais. Je fais un fumble. Du coup, vas-y. Moi, je suis un gars. Je vois toujours positif, même dans des moments comme ça. Je me dis, vas-y, passe à un autre jeu et tu vas péter le prochain jeu et les gens ils vont oublier l'erreur. Hmm. Passe au prochain jeu, j'ai mes passes pro, j'ai mes trucs, tatati tatata. J'ai un petit dive, voilà, je prends mes yards, tatati tatata, tranquille, tranquille, tu vois. Genre, tranquille. Puis après, plus le match passe, après, plus en fait la rotation des running backs elle se fait de plus en plus. Et après, en fait, les autres running backs commencent un peu plus à briller que moi, ce que je brillais un peu durant ce match-là. Donc après, bah forcément, les coachs, ils les laissent, tout ça. Voilà. Moi, je suis un peu de Ouais. côté, je suis spécial team, tout ça. Et vas-y, moi, je me dis, vas-y, moi, je m'en fiche en vrai. Je sais que j'ai fait des erreurs. Hmm. Si les autres running backs, moi, ils méritaient tout autant que moi d'avoir du Hmm. temps de jeu. Tu vois. Et moi, je me dis, vas-y, tranquille. C'est des petites erreurs, ça arrive, voilà. Du coup, on fait le match, on gagne, ça se passe bien, voilà, on rentre. On fait la semaine de prépa, du coup, pour jouer contre McGill chez eux. Euh, la semaine, elle passe. Je descends un peu dans le roster. On commence à me dire, ouais, tu vas pas starter cette semaine. On va mettre Si à la place de toi. On va juste le tester. Ta, 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 ta. Du coup, moi, je dis, ok, vas-y, tranquille. Genre, moi, je savais que c'était un peu par rapport à la performance que j'avais produite à Sherbrooke. Et du coup, bah voilà, moi, je me dis, vas-y, continue à bosser, tranquille, c'est pas grave, oublie ça, ta, 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 ta. Mais à ce moment-là, tu vois, genre, du coup, ce que j'ai pas dit du coup durant la semaine de Sherbrooke, c'est que je me suis rendu compte que je pourrais pas payer ma session universitaire parce que en Ouh. termes d'argent, moi, j'avais pas de bourse. Et moi, au cégep de Chicoutimi, je bossais du 40 heures, 50 heures Ah pour ouais. justement l'université. Et là, arrivant à ma troisième année, en fait, toutes mes économies étaient, Ouais, ouais, ouais. T'as ça se resté assis. liquidait, genre. Et Ouais. même en accumulant bah, un taf aussi à côté de l'université, j'avais un bon taf durant l'été en plus, c'était pas assez. Ça suffisait pas. C'était pas assez. Donc j'avais ce facteur en fait qui m'a mis un bon coup de stress. J'ai hésité à en parler au coach. J'en ai parlé au coach justement bah, après McGill. Et bah, en fait, McGill, tu vois, genre c'était un peu le moment où bah, c'est là où j'ai descendu, tu vois. Euh, Hmm. que ce soit mentalement, aux entraînements, je faisais un peu plus de bust. Les coachs, ils le voyaient. Ils me disaient si ça allait bien, tout ça, ta. Moi, je disais oui, t'inquiète et tout, nanana, nanana. Bref. Je parlais pas de ça parce qu'en soi, je me disais que ils pourraient rien y faire et c'était pas leurs affaires, tu vois. Hmm. Euh, Mais en fait, ça avait un impact sur tes performances sur le terrain, en fait. ouais, ouais, totalement. Puis, bah, du coup, il se passe ce qui s'est passé contre McGill. J'ai eu quelques reps en offense, mais j'ai pas ball particulièrement. Et puis McGill, à ce moment-là, tu vois, c'était l'équipe dernière du championnat. Tu vois. Ok. Donc voilà. Après ce match-là, du coup, tu avais les deux running backs starters de base qui sont revenus de blessure. Et bah là, tout s'est remis en place et on ressort du roster, plus de reste, scout team Ouais. jusqu'à la fin de l'année. Et voilà. Hein. Mais bon, tu vois, je suis très Donc, rationnel. Ouais, vas-y, vas-y. mais c'est. En fait, j'ai l'impression que tout ton séjour au Canada, c'est la même chose qui se répète. De façon différente, hein, mais c'est toujours la même chose qui se répète. Et Ouais. tu performes, tu fais comme ça, et puis après, tu retournes.
et puis tu remontes, et après il se passe un truc, tu retournes. Donc en fait, c'est vraiment, ça a dû être vraiment, t'as fait, qu'est-ce qui a fait que tu as tenu tous ces hauts et ces bas? Parce que là, au bout d'un moment, une année, je veux bien. 2 ans, 4, 5 ans de. Comment t'as fait? Euh, Moi, je t'avoue, tu vois, je pense qu'en vrai, ce qui m'a sauvé, hein, tu vois, tu vas peut-être rigoler et tout, mais moi, depuis que je suis petit, je regarde beaucoup de mangas animés, tu vois. Et moi, j'étais bercé, j'étais élevé par Naruto, tu vois. Mhm. Et franchement, tu vois, dans les personnages, tu retrouves beaucoup ce côté de résilience et de jamais abandonner, tu vois, selon les défaites ou quoi, tu vois. Mhm. Et moi, en fait, j'avais ça en moi et je me disais, tu vois, c'est tout bête, hein, mais est-ce que, par exemple, je dis n'importe quoi, Naruto, il aurait fait ça, est-ce que Rock Lee, il aurait fait ça? Non. Mhm. Dans ma tête, c'était, bah vas-y, c'est pas ça qui va me tuer, donc continue. Et vu que je me connaissais par cœur, je savais que j'étais un charbonneur, je me Mhm. disais, avec tout le charbon que je peux produire, il y aura un résultat à la fin, tu vois. Il y Ouais. aura un truc positif à la fin. Et c'était juste une question de continuer, 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 même si j'enchaînais les murs, les points négatifs, etc. Pour moi, j'étais persuadé qu'à la fin, j'allais avoir quelque chose de positif. Au final, j'en ai eu, hein. C'était comme, tu l'as dit, hop, je monte quelque chose de positif. Une fois que j'ai ce positif-là, ça redescend un peu. Ça remonte, ça redescend un peu. Tu vois, petit à petit, hein. Mhm. Et au final, bah, au bout d'un moment, tu vois, mon parcours, il s'est arrêté à ma troisième année parce que bah, j'ai dû rentrer en France parce que j'ai plus d'argent. Il n'y avait pas moyen d'avoir une bourse et il n'y avait pas vraiment de solution pour moi, tu vois. Mhm. Euh, Et donc, ton retour en France, quand tu retournes en France, tu rentres où exactement? Bah, du coup, en fait, quand j'ai su que j'allais rentrer définitivement en France, euh, je me suis souvenu que durant mon parcours au cégep, moi j'ai fait mon cégep, il y avait beaucoup de Français à Chicoutimi et il y en avait un qui s'appelle Matteo Maglia. Donc moi je joue avec lui. C'est le fils du coup de Christian Maglia, voilà. Euh, Président et derrière Imras. je me souviens que Christian Maglia m'avait déjà contacté à la fin de mes années de cégep pour me dire est-ce que voilà tu rentrais en France, est-ce que tu serais intéressé de jouer à Cannes, etc. Moi j'avais dit non parce que bah, c'était que le début de mon parcours Mhm. et que bah, si plus tard voilà je devais rentrer en France, etc. Euh, Pourquoi pas en discuter. Et je me suis souvenu de ça, tu vois. Du coup, j'ai contacté Mathéo, il m'a mis en contact avec son père, on a discuté, puis on a trouvé un petit terrain d'entente. Et du coup, ça s'est fait comme ça que bah, je suis rentré en France. Je suis resté peut-être 2 semaines euh, chez mes parents. Et après, direction sud, Cannes, Iron Mask. Ouais. Et petit point à préciser aussi, c'est que durant tout ce parcours au Canada, depuis de 2019 à du coup en vrai limite 2024 janvier, je suis pas rentré une seule fois revoir mes parents. J'ai pas vu mes parents, ma famille, toutes ces Pendant années. 5 ans. Ouais, Et en plus, dans ces 5 années, tu as la période Covid où tu peux pas faire grand-chose, je suppose. ouais. La période confinement et tout ça. Donc, tu dois te sentir un peu seul et tout. Tu connais des galères. Et même pendant tes galères, tu n'as même pas tu sais, le break et la coupure à te dire, eh, vas-y, je vais me ressourcer vite fait pour recharger les batteries et revenir. En fait, tu n'as même pas ça. Donc, tu as tenu solo Solo. Bah après par la solo en force vrai de mes l'esprit. parents ils étaient là à distance à me soutenir, tu vois, Oui, mais mais c'était pas pour te soulager au quotidien. ouais, non, ouais. Non, c'était vraiment comme je t'ai dit hein, avant de partir au Canada, moi j'avais qu'une mission, c'était de réussir Hmm, ma mission qui était de percer là-bas. hmm, Et pour moi, il n'y avait rien qui allait m'empêcher de. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de Français, tu vois, qui sont des vrais charbonneurs. hmm, Il y en a qui partent vraiment avec l'objectif de je peux pas rentrer tant que j'ai pas réussi ma mission, tu vois. hmm. Et si tu rentres avant d'avoir accompli ta mission, ça serait comme une défaite psychologique aussi. Et tu vois, genre, moi, je m'en serais Non, mais grave mal remis de tout le travail que j'ai mis pour au final rentrer bredouille comme ça sans avoir rien eu en derrière. Voilà, c'était impossible pour moi d'imaginer.
Mm. Donc, Et du coup, ce qui fait que tu es le joueur que tu es aujourd'hui, c'est avant tout ta force mentale. ouais, je me C'est définis beaucoup par c'est ta première qualité. ça. Ouais, ouais. Vraiment, c'est déjà auparavant, tu vois, j'étais très discipliné, je faisais les choses que je devais faire aux Templiers, je faisais l'extra work qu'il fallait. Pour savoir, moi, les Templiers d'Elancourt, moi, j'habitais pas à Elancourt. J'habitais Mm. à Rambouillet et c'était à 1 heure et demie de transport. Anglais, C'était à ça une me heure et parle. demie de transport, je devais prendre un train, deux bus. Je rentrais chez moi, il est le soir, il était minuit et demi. J'avais cours le lendemain à 8 heures, mais ça m'empêchait pas d'aller aux entraînements tout le temps. J'ai loupé aucun entraînement. J'étais même là-bas quasiment tous les soirs, même aux entraînements seniors, pour Mm. m'améliorer le plus rapidement possible. Et ouais, hein, donc c'est vraiment ma qualité numéro une, je te dirais, c'est ma force mentale. Genre, quel que soit l'obstacle qui est en face de moi, pour moi, s'il y a un problème, il y a une solution. C'est juste à Ouais, moi exactement. de chercher une solution et de l'appliquer, quoi. Mais en plus, c'est vrai que c'est marrant que tu me dises que tu viens de Rambouillet et tout, parce que là-bas, c'est une terre de soccer, là-bas. C'est Rambouillet, c'est soccer. T'as, comment ça s'appelle t'as Clairefontaine qui est pas spécialement loin, en soi, le 91. T'as Chartres, Ono, tout ça, c'est à côté. Tout ça, c'est des terres de foot. Ouais. Et en faire d'aller jusqu'à Elancourt, parce que 78, tu te dis, ouais, c'est 78, hein. Mais Rambouillet, en vrai de vrai, à côté C'est à du la 28. limite. Ouais, T'es à la limite du 28, en fait. T'es un mec de la région centre, tu vois, j'ai envie de dire. ouais, ouais. Presque. Mais après, bah, tu vois, j'ai beaucoup déménagé moi aussi durant mon enfance. Mm. J'étais à La Verrière, à côté de Trappes. Après, j'ai déménagé Mhm. à Maurepas. Après, du coup, je suis allé à Rambouillet. Donc, j'étais un peu plus dans le 78, mais après, on s'est éloigné petit à petit, tu vois. Ok. Parce que tu me parles de tout ça parce que ma compagne, elle est de là-bas, en fait. Elle est née à Ah, Tournan. Ma belle-mère, elle habite à Ono. Donc, Rambouillet, moi, j'y étais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, en fait, ouais, je connais le coin. Je connais le coin. ouais, Et donc, c'est marrant que tu en parles, ça m'a fait penser à ça, justement, tu vois. Donc, du coup, tu arrives à Cannes. Ça, c'est 2024. Donc, il y a ouais, 2 ans de ça. c'est ça. Comment Du se coup, passe bah, l'intégration? j'arrive à Cannes. Voilà, moi, dans ma tête, en vrai, j'étais exténué. Tu vois, genre, mon amour pour le foot n'était plus le même qu'avant mon départ de la France, tu vois. Genre, je voyais le foot autrement. Et c'était vraiment, je jouais plus au foot par plaisir. Je jouais au foot Mhm. pour prouver ma performance. Et dans ma tête, j'étais genre juste, vas-y, j'avais déjà vu un peu le niveau français et tout. Je me dis, vas-y, je devrais pas avoir de problème. Juste, reprends confiance en toi. Redis-toi que vas-y, t'es le bosseur, t'es Yanis, le gars qui arrive à porter une équipe sur son dos, que ce soit au Templier ou même au Cégep, etc. Reprends confiance en toi, redis-toi que t'es ce gars qui peut courir je sais pas combien d'heures par match et tout. Bref, c'était vraiment un peu mon année où je voulais me reconstruire en termes d'identité, tu vois. Mm. Et du coup, j'arrive là-bas. Je connaissais déjà quelques gars avec qui j'avais joué en IDF, dont Adnan Rikibi, Mm. en équipe de France avec Louis Triboulet. Ouais, Puis après, voilà, je crois que c'est tout. Après ça, bah, il y avait aussi Matteo Maglia, du coup. ouais, bien sûr. Donc, on fait notre saison première année du coup des Iron Mask en Division 1. C'est vrai, Donc, en plus. forcément, moi, j'étais content aussi de participer à ce projet parce que bah, c'est quelque chose de nouveau pour le club. Mm. C'était une première depuis un bon moment. Et c'est un peu de montrer ce qu'on valait à la D1, tu vois. Mm. Donc là, moi, en plus, il y avait un gros recrutement, tu vois. Tu avais un peu les Avengers, tu avais Phileas Pasqualini. C'est vrai que tu as T'avais fait un duo avec Phileas déjà. Et ouais, Phileas qui a t'avais une un grosse peu, expérience européenne. Hein. ouais, ouais, ouais. Tu avais un peu tout plein de joueurs avec des grosses expériences, que ce soit Canada ou même européens. Donc, franchement, on avait tout pour plaire. Et moi, dans ma tête aussi, quand je suis arrivé, je me suis dit, vas-y, j'étais habitué à la compétition et tout, à prendre son spot. Et je me disais, vas-y, même si Phileas, c'est un gros joueur et tout, moi, je le voyais, je le suivais déjà.
durant son parcours au Canada avec McGill, etc. Mm. Je savais que c'était un gros joueur et je m'inspirais un peu de lui, tu vois. Mm. Et moi, je me disais, vas-y, c'est pas parce que c'est Phileas que je veux pas jouer, tu vois. Genre Ouais, là, bien je sors sûr. d'un parcours derrière, t'as peur. Ouais. C'est pas ici que je vais m'arrêter, tu vois. T'es bulletproof, c'est bon. Ouais, c'est ça. Et j'ai tout encaissé là, il y a pas. C'est bon, ton armure, c'est bon, elle est faite. Ouais, c'est ça. Et du coup, vas-y, on fait la saison, voilà. On fait notre match, première saison. Premier match contre Nice à la maison. Voilà, on fait notre match, on gagne. Deuxième match, Argonautes. Là, on entend un peu plus parler de moi parce que j'ai lâché une course de 100 yards chez eux. J'avais genre peut-être quoi, genre, je crois que j'avais 10 portées pour 150 yards, genre. Ouais. Euh, voilà, je fais mon Une garde de match. moyenne, quoi. Ouais. Après ça, on enchaîne la saison. Puis, Ouais. on arrive au match où on arrive à Perpignan, donc chez Grizzly. Mhm. Grizzly. Et là, on se prend un bête de score. Genre, je crois on perd 47-7, genre. Ouais. Et depuis là, c'est. La saison. Mais en fait, c'est souvent chez les promus, hein. Moi, depuis que je suis là D1, chaque fois, les promus, il y a une année, enfin, chaque année, il y a un promu qui cartonne en début de saison. Qui cartonne en début de saison. Et puis qui arrive au bout d'un moment sur une sorte de plafond de verre et qui s'écroule un petit peu après. Voilà, par Mm. exemple, typiquement cette année, les Météores, ils ont super bien commencé. Super bien commencé. Et puis, ben, arrivé mi-mars, ça a commencé à caler. Et là, jusque-là, tu vois, qu'ils n'accèdent pas en playoff. L'année dernière, c'était les Diables Rouges. Pareil, ils avaient super bien commencé. Et après, ça s'est effondré en deuxième partie de saison. Il y avait d'avant, c'était, je crois, les Léopards. Alors, eux, ils avaient réussi à aller en playoff. Mais tu vois ce que je veux dire? Chaque année, il y a un des promus qui commence bien et après qui plonge. Mm. Et ouais. Et comme tu l'as dit, hein, à ce moment-là, vraiment, on a atteint le plafond de verre parce que depuis ce match-là, tu avais tout, entre guillemets, les Avengers de cette époque qui ont commencé à partir, qui ont commencé Hmm. à faire leurs occupations. Après, tu avais la saison ELF. Il y en a Ouais. qui se disaient, vas-y, je ne vais pas continuer à prendre le risque de me De me blesser, blesser. sachant que, vas-y, on se prend des gros scores, tatati, tatata. Bref, là, vraiment, l'équipe, en fait, elle s'est un peu dissoute, tu vois. Et Ouais. là, du coup, on se retrouvait vraiment, en fait, bah, moi, en fait, avant que j'arrive, tu avais un peu tous les starters avec qui j'ai joué, bah, c'est eux qui ont pris toutes les reps durant l'off-season. Hmm. Et là, tous les starters quasiment sont partis, et bah, tu as tous les backups qui rentrent sans Ouais. vraiment de pratique, sans vraiment Hmm. truc, tu vois. Donc là, bah, en fait, là, dans notre tête, avec, entre guillemets, entre import, donc bah, moi, je me considère comme un import parce qu'en soi, j'avais une petite rémunération pardon, avec le Hmm. club, il y en avait quelques-uns aussi. Et du coup, nous, on se disait que, bah, vas-y, cette année, ça va être chaud, on enchaîne les défaites. Le but, c'est de pas descendre. Hmm. Voilà. Nous, on se disait ça, c'était notre but, c'était pas de descendre, c'était de limiter la casse. Et que voilà, genre en vrai, on avait trop perdu d'armes et c'était chaud, en vrai, c'était compliqué. Hmm. Du coup, la saison, elle se passe, tatati, tatata. Je commence un peu aussi à bien performer quand même, à me faire connaître. Euh, J'arrive à quand même tenir, enfin j'arrive à quand même tenir tête. On arrive à quand même tenir tête contre les tops équipes De la de la conférence. conf sud, ouais, de la conf sud. Mais à chaque fois, ça jouait de peu et on perdait de peu. Hmm. Et du coup, bah, ça faisait que c'est drôle parce que là, tu vois, je sais pas s'ils vont voir après l'interview les gars avec qui j'ai passé cette année là, mais on était quelques-uns là. On était à l'appart des imports, puis chaque week-end, après fin de match, on était genre posés dans le salon et juste, on se disait, vas-y, c'est quoi cette boucle infernale? Genre, on fait que de perdre, on enchaîne Hmm. que de. Et le pire, c'est de peu, genre. À chaque fois, c'était de Ouais, peu. bien sûr, bien sûr. Et vas-y, on était genre, chaque fin de semaine, on était cassés en deux, on avait donné notre corps à la science, on était juste cassés, vas-y. Tout Et ça pour perdre. après, ouais, c'est ça, c'est ça.
Et vas-y, après, du coup, il se passe la saison qui s'est passée. On arrive un peu à remonter en fin de saison, mais on loupe les playoffs de par notre dernier match contre Toulouse chez eux. Donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On ne fait pas de playoffs cette année, mais on reste en D1. Puis normalement, c'était Aix qui devait descendre, sauf que c'est Ils ne passé sont pas ce qui s'est descendus. Ouais, voilà. Ils sont pas descendus. Comme par hasard. Ouais. On va commencer à faire la théorie Ouais. du complot, mais d'une façon ou d'une autre, Aix n'est pas descendu. Et l'année d'après, il y a un nouveau head coach qui arrive, Arnaud Vidalert, et qui change complètement la culture de l'équipe. C'est-à-dire que toi qui me disais que les imports qui partaient en cours de saison, enfin les joueurs qui partaient en cours de saison pour aller jouer pour X raison, soit en GFL ou en ELF à l'époque, et bien là, cette année-là, une fois que Arnaud il arrive, lui en plus qui travaillait en collaboration avec les Mousquetaires déjà, il dit, si j'ai bien compris, vous signez un pacte entre guillemets où terminer la saison de D1 avant de partir. En tout Et cas, ce c'est changement de culture, qu'est-ce qu'il a apporté en plus du changement de culture? Comment il a changé justement la culture à l'Iron Mask, Arnaud? c'est simple. Moi, faut savoir que moi, tout ce qui se passait en France durant mon parcours au Canada, je savais pas ce qui se passait. Hmm. J'avais jamais joué en senior. J'ai juste fait mes années juniors. Je savais pas c'était qui les gros noms en tant que joueur, mis à part. Moi, je m'intéressais juste à ma position, puis j'entendais juste le prénom de Stéphane Yepmo, tu vois, Hmm. à l'époque. Et du coup, vas-y, moi, je connaissais rien, que ce soit en termes de gros coach, etc. Donc, moi, Arnaud, je connaissais juste de par les mots qui se disaient autour, genre, ouais, Arnaud, c'est un gros coach, ouais, coach mousquetaire, ouais, il fait la prépa un peu dans toute la France, etc. Donc, puis même, j'avais déjà vu un peu sur les réseaux et un peu ce qu'il faisait et tout. Puis, ça se voyait, c'était le coach, c'était un gars sérieux, investi et il savait de quoi il parlait. Donc, je pense que comment il a amené cette nouvelle culture-là, c'est juste de par sa personne, en fait. Il a amené sa propre personne dans le club, puis en fait, le club s'est imprégné un peu de cette culture-là, tu vois. Et les joueurs le connaissaient déjà, donc forcément, ils allaient dans son sens, et c'était bien beaucoup plus facile pour lui, tu vois. Mais ouais, non, franchement, il a su instaurer ça sans trop de difficultés, sachant qu'on avait fait quand même un bon recrutement cette année. Il y a Laurie Maspimbi qui s'est rajouté, Timothée Labarrière, Alkali Cissé, Dibi aussi, Anthony Adzier. Donc là, en fait, c'est vraiment tout l'effectif qu'on a cette année. Ils sont arrivés l'année dernière, Et tu quasiment. retrouves du coup ton meilleur pote à l'Iron Mask. C'est ça. J'avoue, j'ai un peu pistonné, mais tranquille. mais ouais, du coup, gros recrutement. Donc forcément, quand tu te fais recruter, je pense, par Arnaud Vidalert, tu sais qu'il y a des choses sérieuses qui se mettent en place, tu vois. Donc forcément, les gars qui viennent, c'était des gars qui voulaient s'investir et pas venir juste pour faire les playoffs et faire quelque chose de lambda, tu vois. C'était en tout cas pas la culture que Arnaud mettait en place. Et donc, qu'est-ce qui a fait que cette saison elle soit aussi réussie? Et je te parle d'un point de vue, alors collectif, c'est sûr, hein, parce que cette année-là, l'année dernière, vous faites finale de championnat, la première fois de l'histoire du club, hein, quand même. Hein. Donc, vous écrivez l'histoire du club. Mais qu'est-ce qui fait que toi aussi, tu fais une saison historique? Parce que, alors, il faudrait que je vais chercher les stats pendant que tu vas m'expliquer, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois aussi bon l'an dernier? Moi, faut savoir, hein, toute bonne chose n'arrive pas sans mauvaise chose. Hein. Moi, déjà, avant de commencer la saison en 2025, j'avais fait l'équipe de France, donc le dernier stage équipe de France, fin 2023. Je me suis fait un gros claquage à l'adducteur, donc presque la rupture complète. Et ça faisait qu'en fait, j'étais très short en termes de timing pour retourner pile à temps à la saison. Et je suis arrivé vraiment pile poil pour le premier match.
Et il faut savoir qu'avec Arnaud, on avait déjà parlé durant l'off-season et il me demandait si moi je comptais rester, etc. Parce qu'avec ma première saison que j'avais faite, qui était quand même pas mal, il se Hmm. demandait si j'allais rester aux Iron Mask et peut-être pas partir en ELF parce que en soi Ouais. j'avais contact avec les quelques gars là-bas et tout, et voilà. Du coup, je lui dis que non, moi je compte rester et tout, je compte faire ma deuxième année et tout. Et j'ai un objectif à faire, je lui ai annoncé directement comme ça, milliard, 20 touchdowns minimum. Voilà. Hmm. C'est, les termes ont été posés durant l'été 2024 Je et veux faire les milliards. voilà, c'était milliard, 20 yards. C'était ça mon Maintenant, objectif. ça. Milliard, Et 20 touchdowns. sachant que, parce que tu mets ça comme objectif, mais l'année 2024, quand ta première année à Cannes, tu fais déjà 793 yards, 12 TD. Ouais. Donc, tu es déjà le running back numéro 1 du championnat, statistiquement parlant, lors de ton retour en France. Donc, tu arrives sur la deuxième année, tu as les yeux comme ça, je te dis, c'est bon, moi, je veux les milliards. Direct. Tu as posé tout sur la table. Ouais, vraiment. Et tu me connais, hein, depuis que je parle, là, depuis le début de l'interview. Mm. Si je me pose un objectif, c'est ma mission. Et tant que Mm. j'aurai pas accompli ma mission, c'est mort. Ouais. Je vais pas lâcher, tu vois. Mm. Et vas-y, en soi, tu vois, tu pourrais te dire que des stats comme ça, c'est pas forcément sur toi que ça repose. Ça dépend de la O-line, ça dépend de ton QB, ça dépend de tes receveurs, ça dépend de tout plein de trucs. Mais dans ma tête, j'étais persuadé que je pouvais les faire de par la saison que j'avais passée l'an dernier. Et vraiment, no disrespect aux défenses dans le sud, mais de par ce que j'ai vu la première saison, c'est à 10 000 années-lumière de ce que j'ai vécu au Canada, tu vois. Bien sûr. Et du coup, j'étais déjà rodé, en fait, et je savais que de par mes compétences et de par ce que j'ai vécu, c'est pas ça qui allait m'arrêter pour les milliards et 20 touchdowns, quoi. Donc, on avait une bonne équipe, on avait des bons coachs. Qu'est-ce qui pouvait m'empêcher d'avoir ça? En fait, Mm. c'est juste ça la mentalité. Et il s'est passé la saison qui s'est passée, hein. Ah bah oui, hein, la saison qui s'est passée, c'est quoi? C'est 152 courses, 1018 yards, 21 touchdowns. 21 touchdowns en 10 matchs, hein, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. Donc, tu fais 1018 yards en 10 matchs. Donc, 101 yards, quasiment 102 yards par course, par match à la course. Et 2,1 TD par match. C'est l'objectif. C'est objectif à temps. Ouais. Et après, tu arrives en finale. Parce que vous gagnez le match en playoff face au Flash, vous arrivez en finale. Arrivé en finale, malheureusement, ça coince. Quand tu reviens sur cette finale, est-ce que tu as des regrets sur cette finale où tu te dis, non, pour ce qu'on a fait, on avait fait un bon parcours, on est juste tombé sur la meilleure équipe d'Europe à ce moment-là, quoi. Ben, est-ce que j'ai des regrets? Non. Bah, en fait, tu m'avais interviewé même à la finale Tout à fait. et je t'avais dit que ben, nous, avec l'équipe, on s'était posé comme objectif collectif d'être premier de la poule et de passer directement en demi-finale. Ce qui arrivera après, enfin, ce qui arrive après, c'était du plus. Hmm. Donc, quand on arrive en finale, entre guillemets, on s'est dit que l'objectif était atteint. Sauf que on a vu qu'on avait le potentiel de prendre plus, et là, on a commencé à bosser pour aller prendre ce plus. Sauf que, bah forcément, pas toute l'équipe est rémunérée par le club, a des petits avantages. Ils ont leur vie à côté, que ce soit professionnelle ou familiale. Hmm. Puis, on arrive à une période où, en fait, c'était le moment de mettre un peu les sacrifices en place. Hmm. C'était vraiment maintenant ou jamais, tu vois. Hmm. C'est pas toutes les équipes, c'est pas tous les joueurs, quel que soit le sport, qui vont jouer une finale Division 1 Hmm. nationale, genre. C'est ça. Et si tu mets pas tes sacrifices en place pour ces occasions-là, quand est-ce que tu vas les mettre, tu vois? Hmm. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai pris un peu conscience bah, en fait, c'est pas tout le monde qui peut mettre des sacrifices pour ce genre d'opportunité-là. Et
c'est OK parce qu'en soi, c'est du amateur, c'est un peu de l'associatif, c'est pour le plaisir, etc. Mais Ouais. ça a un peu montré aussi la mentalité de quelques personnes Mm. euh, qui en disaient long justement sur bah, comment est-ce que tu aimes ce sport-là et Mm. quel investissement tu veux apporter dans ce sport-là et surtout dans ce club-là. Surtout Moi, quand comme je tu t'ai dois dit, affronter une les équipe Black comme Panthers. les Black Panthers ou les mecs, c'est une structure qui est pro en fait. Donc, moi, tu vois, dans ma tête, j'étais vraiment redouble d'efforts. Mm. C'est une équipe plus que bon, ils ont l'habitude, etc. Donc, nous, on part avec un train d'avance, entre guillemets, parce que c'est le quotidien un peu, la finale. Et Mm. voilà, ils sont habitués, ils sont rodés, et que ce soit les coachs ou les joueurs. Nous, c'était une Mm. première expérience et c'était tout nouveau pour nous. Donc, dans ma tête, c'était, il faut vraiment retrousser les manches encore plus et là, mettre encore plus du travail pour essayer de rattraper le retard qu'on a comparé aux Black Panthers. Sauf que c'est pas tout le monde qui a cette mentalité-là et bah forcément, on avait quoi? Je crois qu'on avait 2 semaines de préparation. Mm. Voilà, quand tu fais tes entraînements, on est 10, on est 15, on peut pas faire de team. Mm. C'est compliqué en fait de se préparer pour une Bien finale, tu sûr. vois. Bien sûr. Et ça m'avait beaucoup énervé. Je me suis embrouillé avec quelques gars dans l'équipe. Mm. Mais écoute, c'est les limites un peu du sport amateur. Hein. C'est ça. Ils ont rien à rendre. Ils ont payé leur licence. C'est ça. Ils n'ont pas de compte à rendre. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc, on a fait avec ce qu'on avait. On arrive à la finale, etc. Ça se passe bien. Voilà, les gens, ils ont l'air d'être focus, etc. Mais t'avais quelques gars, enfin, quelques gars. En vrai, t'avais la plupart de l'équipe qui, ça voyait, c'était pas comme d'habitude. Tu Mm. voyais déjà quand on est rentré dans le vestiaire, etc. T'avais des gens qui sortaient un peu des routines de nulle part Mm. alors qu'ils n'avaient pas cette routine-là à faire. Mm. Ils étaient un peu trop excités, ils étaient un peu voilà, dans leur coin, on dirait dépressifs et tout. Bref, je pense que la pression de la finale, ça leur mettait un peu Ça va trop de remonter à la pression. tête. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Ça En plus, du t'as coup, t'as bah, Timothée qui se blesse. c'est Donc, ça. Timothée qui se tu blesse. perds ton receveur numéro 1 limite. Ouais. Donc voilà, on commence un peu la finale vraiment, tu vois, un peu bizarre. Mm. Bizarre un peu. Mm. Mais la mentalité reste toujours la même. On voulait tous gagner et on allait tout mettre sur le terrain, tu vois. Mais Mais après, ça n'a c'est pas passé. suffi. Hein. Ouais, ça n'a pas suffi. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Tu joues contre une équipe qui arrive en finale Division 1. Tu sais que c'est l'une des meilleures équipes, l'une des meilleures structures. Et tu sais que eux en face, ils sont préparés pour cette opportunité-là, sachant que eux, en plus à côté, ils préparent aussi un autre championnat qui est le championnat d'Europe. Mm. Tu sais qu'en face, les gars, ils sont prêts. Tout à fait. Maintenant, nous, est-ce qu'on était prêts? On n'était pas prêts. Non. Non, À ça s'est part, vu, ça s'est vu. ouais, Et le score final, il le dit, hein, je crois qu'il y a 40 ouais, 40 quelque chose à à 12, je 14 crois. ou à Ouais, voilà. 12, ouais, bref. Il y a quasiment 30 points d'écart entre les deux équipes. Ouais. Et cette saison, elle se termine donc. Alors, tu dis que tu n'as pas de regrets parce qu'au final, toi, t'as fait ta part du boulot, t'as essayé de faire au mieux et que, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé dans le sens où, ben, il y avait un manque d'investissement de certains joueurs et donc qui fait que, ben, arriver en finale, ça ne s'invente pas. Tu ne peux pas arriver face aux Black Panthers sans être préparé ou en étant 10 ou 15 à l'entraînement et espérer gagner. Donc, vous perdez ce qui est le résultat logique. Mais derrière, pour toi, la saison, elle continue puisque tu signes au Paris Musketeers juste après. Comment ça la signature, elle s'est faite? Ouais. Bah, faut savoir que quand je suis rentré du Canada, je parlais déjà avec, à l'époque, le head coach Mathioli. Mm. Donc, je parlais déjà avec lui, il était intéressé à ce que je vienne et tout. Sauf que le problème, c'était que, bah, en fait, ils n'avaient pas d'appartement pour moi. Sachant que bah, j'habite à Rambouillet, venir jusqu'à Paris Centre, c'est compliqué, quoi. Et rentrer après le Mm. soir, j'avais pas le permis, etc. Donc voilà. Et bah, du coup, après ça, forcément avec ma saison, ça a beaucoup fait parler de moi.
j'ai pris contact du coup avec Booker. On a beaucoup parlé durant la saison, etc. Et du coup, on a trouvé un terrain d'entente pour justement que je vienne jouer pour les Paris Mousquetaires après ma saison. Comme tu l'as dit, ma saison, du coup, elle n'est pas terminée. J'ai 12 matchs dans les jambes. J'ai 155 portées environ, je crois. Alors, Milliards. 152 juste en saison régulière. Hein, donc, Ouais. tu as dû passer allez, quasiment les 200 portées. Hein. Ouais. 200 portées, un peu plus de milliards, un peu plus de 20 touchdowns dans les jambes. Puis, du coup, je fais la finale et lundi, j'étais à Paname. Ouais. Lundi, j'étais à Paname. Chambéry, Paname. Ouais. J'étais à Paname. Voilà, je m'installe et tout. Je commence la semaine de pratique avec les Mousquetaires, direct. Je fais mon petit meeting pour rattraper un peu le retard que j'ai parce que du coup, il faut savoir que j'arrive en milieu de saison avec les Mousquetaires. Tout à fait. Et ma mentalité, quand je suis arrivé, c'était vraiment, en fait, il n'y a rien qui peut m'arrêter, tu vois. Genre, tu regardes mon parcours. Il n'y a rien qui t'a arrêté de toute façon. Rien qui peut m'arrêter. Genre, que ce soit en termes de football, que ce soit en termes de résilience, que ce soit en termes de mentalité, que ce soit en termes de travail, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. J'avais toutes ces qualités-là et j'étais prêt à les mettre en place. Tu vois. Quand je suis arrivé au Mousquetaire, dès le premier meeting, j'ai tout capté playbook, tout est rentré en tête parce que c'était un peu ce qu'on jouait aussi au Carabin. Ok. En fait, c'est là aussi que j'ai vu les fruits de mes efforts au Canada. C'était que ça allait me servir pour cette opportunité-là. Okay. Donc j'arrive, tout playbook rentre, bam, 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 bam. Je fais mes 2-3 entraînements en arrivant. Tout se passe bien, je fais mes jeux, tout ça, voilà, les coachs sont contents et tout. Et moi, dans ma tête, j'étais genre, vas-y, tranquille. La semaine dernière, j'étais en train de faire une finale Division 1 nationale avec Cannes. Je ne m'attends pas à ce que je sois habillé, sachant qu'il y avait déjà d'autres running backs qui jouaient durant 5-6 matchs avant. Bien sûr. Ouais. Le roster sort, je suis habillé. Je me dis, écoute, Benef. En plus, c'est contre les mercenaires en Suisse, hein, je crois. Ouais, c'est ça, contre les mercenaires en Suisse. Et du coup, je suis habillé, je me dis, vas-y, Benef, let's go, c'est du plus, je prends. Du coup, on fait le déplacement jusqu'à là-bas, tout se passe bien et tout, voilà. Je suis vraiment dans ma bulle, genre, en soi, tu vois, je connais quelques gars là-bas, hein, mais j'ai pas passé les camps avec eux. C'est un peu comme le terrain, tu vois. J'ai pas passé le camp avec eux, j'ai pas d'affinité avec eux, entre guillemets. Il y en a quelques-uns que je connais parce que j'ai joué contre ou ensemble en équipe de France quand j'étais en équipe jeune. Et vas-y, moi, dans ma tête, c'était juste, vas-y, mets-toi dans ta bulle, rattrape ton retard, puis après, tu t'amuseras avec les autres. Du coup, on arrive là-bas, on se prépare, le match commence. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. En première mi-temps, je crois, les starters mettent 60 pions aux mercenaires. Deuxième mi-temps, troisième quart-temps, les starters jouent encore. Puis c'est à partir du quatrième quart-temps où là, les backups, ils tournent. Donc là, je commence à rentrer. Je fais mes jeux et tout, tac. Puis là, je prends une screen. Je commence à faire 20 yards. Inside zone, 15 yards. Bref, je fais des jeux de course. Ça se passe excellemment bien pour moi. Et que ce soit en termes de playbook ou assignation, j'étais parfait. J'appliquais tout ce qu'on me demandait. Les coachs, ils étaient grave contents. Là, je tape un big play peut-être de 25 yards. Et sur plaquage, je me fais les croisés. J'ai vu l'action en direct. Hein. Ouais. Je savais pas. Hein. Moi, je savais pas que j'avais les croisés. Donc, le jeu se termine sur le sideline côté mercenaire. Je me fais plaquer par le safety de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est vraiment, en fait, quand mon pied il reste planté dans le synthétique, que je me prends le plaquage, que mon corps, il tourne, mais mon pied, en fait, il reste dans le synthétique. Ouais. Du coup, ça fait que le genou, il a tourné et c'est là où mon ligament, il a sauté, quoi. Je suis tombé, je sens je sens des fourmis de partout dans ma jambe. Je me disais, c'est bizarre. J'avais pas de douleur, rien. Ouais. J'avais juste des fourmis dans les jambes.
Et je me dis, vas-y, tranquille, c'est rien, c'est juste un coup, tranquille. Je me lève, j'ai du mal à poser ma jambe, je boite un peu. Je me dis, vas-y, tranquille, ça va passer aussi après. Je cours, je vais me mettre en huddle et tout. On me lance un petit dive parce qu'on était peut-être à 5-10 yards de la end zone. Et je Ouais. me dis, vas-y, mets ton premier touchdown en pro et tout. Voilà, j'étais content, j'étais hypé et tout. Ouais. Puis là, je prends le ballon, je vais juste tout droit. Je vois un gars dans le gap, j'essaie de faire un gauche, droite, mon droite, pas du tout stable du tout. Mon genou, il part intérieur, extérieur, vraiment aucun contrôle. Ouais. Puis là, du coup, je me dis, bizarre, juste plante, va tout droit. Je vais tout droit, je prends mes yards, bref. On met pas le touchdown. Le coach, il prend un temps mort. On retourne sur sideline. Là, je dis à mon coach de position, coach, mon genou, il est bizarre. Je le sens pas. Après, il me dit, vas-y, tranquille, sors un peu, repose-toi et après, reviens quand t'es bon. Je vais voir le doc, Momo. Du coup, il check un peu mon genou et tout, tatati tatata. Il me dit, t'as sûrement eu une très grosse entorse. Reste tranquille. On a gagné le match. La saison, elle va continuer pour toi. Reste tranquille, joue pas tout. Joue pas. Du coup, bah là, moi, pour moi, le match il est terminé. Donc là, j'encourage avec les gars et tout, tatati tatata. Et plus le temps passe, plus je me refroidis, plus mon genou, j'ai archi mal. Genre, j'ai du mal à marcher. Je vais me doucher dans le vestiaire. La douleur, elle empire encore plus. Puis je vois que mon genou, il gonfle. Puis là, je me dis, bizarre, j'ai jamais eu ça. C'est trop bizarre. Je vais, du coup, bah, on prend le car et tout, on rentre en France et tout. Et en fait, à la fin du car, quand je descends, je n'arrive plus à marcher. Je peux plus marcher. Ouais, carrément. Je pouvais plus poser ma jambe. T'as Willem, le D-line, il m'a déposé vers chez moi parce que du coup, il habitait dans le coin. Ouais. Il me dépose et tout. Peut-être 2-3 jours après, 4-5 jours après, je vais faire des scanners, etc. Puis là, on me dit rupture complète des ligaments croisés antérieurs. Et tu vois, les galères, ça ne s'arrête jamais. Hein. Les galères, c'est le thème récurrent de ta carrière footballistique. Donc, nouvelle galère. Ouais. Nouvelle galère, parce qu'après une saison MVP, hein, même si tu n'as pas eu le titre MVP, tu as une saison qui aurait valu MVP toute autre saison, c'est juste que malheureusement, il y avait Adel Babdil aussi. Mais tu as cette énième galère. Et là, c'est rééducation, opération, rééducation. Et tu n'es de retour que... Là, on parle d'une blessure qui est arrivée fin juin de l'année dernière. Tu es revenu, ton premier match, il y a à peu près 2 semaines face aux Blue Stars de Marseille. Il y a un peu moins de 2 semaines, on va dire. C'était une semaine, en fait. Hein, je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, oui, c'était une semaine. Une semaine face aux Blue Stars de Marseille. Comment tu as vécu tout ce processus d'inactivité au terme de compétition? Moi, déjà, c'est première grosse blessure en carrière pour moi. Jamais eu d'opération, jamais eu de grosse blessure, juste eu des claquages, des trucs en torse. Jamais eu d'opération, première opération. Quand j'ai reçu la nouvelle j'ai eu les croisés, etc., la dame qui m'a donné les résultats, elle était plus triste pour moi que moi, j'étais triste pour moi. Parce que je pense qu'en fait, avec tout ce que j'ai vécu auparavant, genre, comme tu l'as dit, hein, je suis bulletproof. Genre, il n'y avait plus rien qui pouvait me plaindre. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai toujours vécu avec la phrase de s'il y a un problème, il y a toujours une solution. Et là, la solution, c'était passe vite à l'étape de passer sur la table, te faire opérer et de vite passer à la rééducation, tu vois. Du coup, j'ai été chanceux parce que normalement, en temps normal, quand tu te fais les croisés, tu as ton genou qui gonfle, tu perds ton extension du genou et avant de passer sur la table d'opération, tu dois récupérer tout ça et réduire l'œdème. Donc, ça fait que moi, j'étais chanceux, mon genou n'était pas très gonflé, j'avais toujours mon extension, donc ça faisait que
Je me suis fait les croisés. Le match, il était le 6 juillet. Ok. Le 16 juillet, je me suis fait opérer. Ok. Le 16 juillet, je me suis fait opérer. Et après ça, moi, dans ma tête, c'était juste reste dans ta bulle et garde-toi un objectif de faire bien ta rééducation et ne pas sauter les étapes. Pour moi, c'était tout nouveau. Première opération, première grosse rééducation. Je savais pas forcément ce qu'il fallait faire, mais je savais que j'allais m'en sortir parce que j'ai toujours vécu comme ça, avec cette mentalité de même s'il y a des galères, tu as toujours trouvé une solution, il y aura toujours quelque chose de positif à la fin. Donc là, je fais ma rééducation. Entre-temps, peut-être à mon 2e mois, tu as Tom Tellier, donc un coach sportif qui est spécialiste en rééducation du genou. Il m'a contacté, puis il m'a proposé de faire un suivi avec mon genou de mon ligament croisé. Donc je prends le suivi avec lui, on bosse ensemble, il me fait ma prépa et tout, donc tout se passe bien, j'applique à la lettre ce qu'il me dit, etc. Ce qui était dur au début, c'était qu'en fait, j'étais très dépendant des gens autour de moi, que ce soit au quotidien ou autre. Et ça fait que c'était pas la rééducation en elle-même qui était dure, c'était de devoir se reposer un peu sur les gens, ce que je n'avais pas l'habitude de faire, de part, comme tu peux le voir un peu avec mon parcours, etc. J'ai toujours compté sur moi et tout. Ouais, Et t'as eu personne, quoi. ouais. Et du coup, tu pourrais te dire que ouais, les croisés, en fait, il a dû grave galérer avec tous les entraînements qu'il a dû faire, toute la récupération, toutes les galères du genou. Mais pour moi, tu vois, c'était rien. Je savais que ça allait se passer. J'étais déjà prêt mentalement à encaisser ça. Et ce que je n'étais pas prêt à encaisser, c'était mon quotidien, vivre avec ça, en fait. Et de me dire, tu as besoin, en fait, de gens autour de toi pour revenir au top de ta forme. Et ça, j'avais pas l'habitude, en fait. Mm. Donc, à ce moment-là, c'est là où je sors de ma zone de confort, où je Tu te reposes sur les autres, quoi. me repose un peu sur les autres. Donc, en premier temps, envers ma famille. À cette époque-là, il y avait aussi ma copine. Il y avait aussi Tom Telly, en vrai, hein, parce que c'est lui qui est venu m'envoyer un message et m'a proposé de son aide. Et franchement, sans lui, je pense pas que je serais revenu là, tu vois. Genre, je savais pas quoi faire, je savais pas ce que je devais faire, tu vois. Moi, dans ma tête, c'était juste j'allais faire du kiné et basta. Et à la salle, je vais faire avec mes connaissances ou je vais en parler avec Arnaud, tu vois. Et au final, tu vois, il m'a tout fait ça propre et voilà. Mais franchement, du coup, durant tout ce processus-là, j'ai enchaîné les entraînements au gym, la récupération, mon genou, il faisait que de pisser le sang au début, c'était pas normal. Ma jambe, elle était bleue entière pendant 1 mois, 2 mois parce que à cause de l'opération. J'ai fait l'opération Kenneth Jones, donc c'est avec le tendon rotulien. Donc c'est un peu la rééducation qui est la plus douloureuse. Okay. Et ouais, après j'ai appliqué en fait. Tu as bossé. J'ai bossé. En vrai, là je pourrais même pas te dire que la rééducation en soi elle était dure. Parce qu'en fait, j'étais tellement dans le process, j'étais tellement dans le jour par jour, fais ce que tu dois faire jour par jour, puis à la fin de l'accumulation de toutes ces journées-là, tu vas arriver à la finalité qui sera de retrouver le terrain. Et j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a quand même aidé et conseillé, puis guidé vers des structures comme Cap-Breton. Donc j'ai fait 2 séjours là-bas, de 3 semaines. Franchement, là-bas, si j'étais pas passé par là-bas, là, je pense que je serais encore en rééducation, encore là. Et vraiment, pour expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas, tu es en interne là-bas 3 semaines. Vraiment, c'est un coin un peu paumé, hein. Il n'y a rien à faire. Il y a la mer à côté, mais il n'y a rien à faire, tu vois.
t'es en interne, c'est comme un camp d'entraînement. T'es là-bas, tu dors là-bas, tu manges là-bas, t'es nourri, t'es logé. Hmm. T'as tout un staff pour toi, que ce soit kiné, médecin, prépa, tout plein de structures de rééducation, de la musculation. T'avais nutritionniste, psychologue. T'avais vraiment tout pour revenir top shape. Hmm. Et du coup, j'ai passé 2 séjours là-bas. Donc, j'ai passé mon premier séjour à mes 3 mois post-op. Donc, au moment où je devais reprendre la course. Et j'ai fait mon deuxième séjour à mon 6e mois quand je devais faire les changements de direction. Donc, quand je pourrais Ok. réintroduire les changements de direction. Franchement, ces 2 séjours, si je devais le conseiller, oui, je le conseille à 1000%. À S'il y a 100%. des, s'il y a des gars qui peuvent y aller, qui peuvent se permettre, parce que je sais que, encore une fois, tu vois, je suis chanceux, entre guillemets. Je suis Hmm. chanceux. Cannes m'a beaucoup aidé, tu vois, Hmm. que ce soit pour mon quotidien ou même pour ma rééducation, pour la faciliter le plus possible. Et à côté, ça ne m'a pas empêché, tu vois, de travailler. J'avais un job à côté. Je travaillais chez Five Guys pour avoir un peu plus de sous. Et, Hmm. mais à côté, Cannes faisait en sorte que je puisse avoir le temps de faire ma rééducation, faire mes trucs et tout en étant logé aussi dans l'appartement du club. Hmm. Donc franchement, tu vois, ça, je leur en remercie 1000 fois, tu vois. Et je sais plus ce que je disais, mais Non, au ouais, final, tu as fait les 2 séjours de Cap-Breton et ouais, ça t'a vraiment permis. En plus, Cap-Breton, encore une fois, c'est vraiment une structure professionnelle qui accueille des sportifs de haut niveau qui ont ce genre, spécifiquement, ce genre de blessure-là. Donc, le fait d'avoir ce séjour-là t'a permis vraiment de retrouver toute ta mobilité et te permettre d'envisager de jouer cette saison élite, ce qui n'était pas spécialement gagné au départ. ouais, totalement. Totalement, c'était pas gagné dès le départ, hein, mais tu me connais, hein. Quand je me suis fait Mm. les croisés, je me suis posé un objectif 8 à 9 mois pour revenir, tu vois. Et Mm. au final, j'ai vécu une seule galère durant mon processus. Mm. C'était que durant ma rééducation, on s'est aperçu un peu trop tard que il y avait mon muscle, donc mon quadriceps, la partie intérieure, Mm. qui n'était pas connectée au cerveau. Donc ça faisait que quand je contractais ma cuisse, tu avais seulement la partie du milieu et la partie extérieure du quad qui se contractaient, mais l'intérieur inexistant. Je le sentais Mm. plus. Ok. Et ça faisait qu'en fait, durant tous ces mois de rééducation, j'ai perdu du temps à développer ce muscle-là, ce qui a fait que mon retour, Ah, il était retardé. a été plus retardé à du coup 9 mois quand je suis revenu. Mais comme je t'ai dit, 8 à 9 mois, je m'étais posé comme objectif. Il t'y a J'ai tenu. tout fait ce qu'il fallait et on est de retour 9 mois pour Donc, le championnat. donc, pour résumer, Yanis, tu avais un objectif d'aller au Canada, tu l'as fait. De jouer au Canada, tu l'as fait. Malgré les galères, tu savais que tu voulais y arriver. Tu es revenu en France, tu avais un objectif de faire les milliards, les 20 TD l'année dernière. Tu l'as fait. Tu as eu la blessure, tu as eu l'objectif de revenir en 8, 9 mois. Tu l'as fait. Donc la dernière question que moi je peux te poser avant de terminer l'interview, c'est quel est le prochain objectif que tu t'es posé? Bah déjà, tout ce parcours, ça m'a fait beaucoup réfléchir, tu vois. Hmm. Et si on devait parler d'objectifs sportifs, aujourd'hui, je suis conscient que j'arrive en fin de saison avec les Iron Mask et mon objectif, c'est d'être une pièce apportée en plus qui peut être bénéfique pour l'équipe. Donc, que ce soit pour les special teams ou même en offense, je suis conscient qu'aujourd'hui, l'équipe, elle marche sans moi. Et je compte pas revenir prendre entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ce qui m'est dû, de par le travail que j'ai fourni l'année dernière. Hmm. Pour moi, je fonctionne pas comme ça. Et pour moi, l'équipe est très bien comme ça sans moi. Donc, mon objectif, c'est d'apporter une plus-value à l'équipe, quel que soit mon rôle. Et l'objectif collectif, ça serait faire meilleur que l'année dernière, hein.
Et il n'y a Je qu'une t'avoue, seule chose, hein. c'est qu'une seule chose, hein. C'est la victoire, c'est champion. En plus, j'ai l'impression que tout est aligné, tu vois. Genre, ces dernières saisons élite, Pour Cannes, dernière saison avant la ligue fermée, où, de ce que j'ai compris, on n'y sera pas. c'est ça. Du coup, on a un peu tout à prouver et tout à mettre en place avant que tout se termine. Donc, c'est un Mm. peu le Le dernier vas-y, barreau donne d'honneur. tout. C'est ça, donne tout avant que tu meurs, genre. C'est ça. Et vas-y, du coup, là, dans l'équipe, on a la mentalité de, vas-y, on va prouver à toute la France entière que pour la dernière saison élite, cette année, c'est pour nous. Et Mm. on va mettre les termes, tu vois. On va finir en beauté, même si on va pas en ligue fermée. Les gens vont se souvenir de nous même l'année prochaine si on gagne ce championnat, tu vois. Genre, ils vont Mm. se dire, ah, mais c'était qui les champions l'année dernière? Ah, mais Mm. c'était les Iron Mask et tout. Ah, mais pourquoi ils sont pas en ligue fermée? Ah, bah, Mm. Voilà, pour X raisons. Mais le but, c'est de laisser, d'être le dernier champion de la D1 actuelle sous le format tel qu'on la connaît, quoi. c'est l'objectif. Eh ben écoute, Yanis, c'est tout ce que je te souhaite, hein, de te revoir déjà en finale le 20 juin prochain au stade Auguste Delaune, puisque ça a été annoncé, au stade Auguste Delaune de Saint-Denis en région parisienne, de te croiser ce jour-là et de te recroiser à la fin du match, comme je t'avais croisé à la fin du match l'année dernière, mais cette fois-ci avec un joueur qui pourra dire qu'il est champion de France. On l'espère, on l'espère. En tout cas, merci, grand merci à toi, Yanis, de nous avoir raconté ton histoire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. En attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace!